Bienvenue sur le podcast Infrastructure et Développement. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux de développement des infrastructures en Afrique. Il y a quelques mois, nous avons abordé un exemple PPP en Afrique, à savoir l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio, aéroport AIBD. Plusieurs personnes m'ont demandé de donner quelques éléments beaucoup plus théoriques. Dans ce 13e épisode, nous allons donc continuer nos discussions autour des partenariats publics-privés. Nous aborderons des aspects théoriques et pratiques de ce mode contractuel, qui est de plus en plus utilisé dans le continent pour le développement des infrastructures. Cet entretien est diffusé en deux parties. Dans la première partie, nous apportons des réponses aux questions clés suivantes. Qu'entend-on par contrat partenariat public-privé, les PPP? Quand est-ce qu'il faut utiliser les partenariats publics-privés pour le développement des infrastructures? Quels sont les bénéfices de ce mode contractuel? Quel cadre un pays devrait-il mettre en place pour favoriser le développement des PPP? Quels sont les exemples types de structuration de projets PPP en Afrique? Quelles sont les stratégies de financement des PPP? Dans la deuxième partie de cet entretien, nous aborderons les exemples de PPP réussis et des exemples également d'échecs. Nous identifierons quelques bonnes pratiques pour la préparation et le développement des projets PPP. Et enfin, nous allons discuter des enjeux Covid et climatiques pour le développement des infrastructures à travers les contrats PPP. Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à Elan Kuziak-Bar, directeur de l'unité PPP au sein de CPCS. Elan est un expert PPP et financier accompli en matière d'infrastructure. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans la création, la structuration et la direction de transactions complexes en matière d'infrastructure tout au long du cycle de vie des projets. Expert international ayant travaillé dans les différents continents, Elan a dirigé l'équipe de conseil en PPP de la SFI au sein du groupe de la Banque mondiale. Il couvrait l'Afrique occidentale et centrale. Il possède ainsi une solide expérience en conseil aux clients publics et privés pour le développement, l'acquisition et le financement des projets d'infrastructures dans les secteurs de l'électricité, des transports, de la santé et de l'eau. Bonjour Elan. Bonjour Mamadou. Merci encore d'avoir accepté d'être notre invité sur cet épisode. Et je sais que tu es très actif dans le secteur des infrastructures générales, en particulier sur les PPP. Bon, déjà, tu es le directeur de l'unité PPP au sein de CPCS. On a eu à accueillir ici Jean-François Arsenault, DG de CPCS, et également Clara qui dirige l'unité Power. Toi, tu diriges l'unité PPP. Est-ce que tu pourrais, a priori, avant de commencer, nous parler brièvement de cette unité? Absolument. Merci. Et merci encore une fois pour l'invitation, Mamadou. En fait, l'expérience de CPCS en matière de PPP remonte aux années 90 en Afrique. En fait, c'est à ce point-là que j'ai commencé ma carrière chez CPCS dans les années 90, lorsque la première vague de concessions ferroviaires a été mise en œuvre, surtout avec l'appui et le financement de la Banque mondiale. Et CPCS agit en tant que conseiller principal du gouvernement pour la plupart de ces transactions dans le secteur ferroviaire. Mais aujourd'hui, notre pratique des PPP s'est considérablement développée. Alors, nous conseillons toujours des transactions PPP dans le domaine des transports, mais maintenant, nous sommes étendus géographiquement, non seulement l'Afrique, mais aussi l'Asie, Moyen-Orient, Europe de l'Est, l'Amérique du Nord. Et notre couverture maintenant est beaucoup plus large. Donc, on inclut l'électricité, l'eau, le logement et l'éthique. Et juste un dernier point, nous soutenons également des projets de PPP en amont qui se concentrent sur le développement des cadres de PPP, la loi de PPP, les guidelines, les manuels, la préparation, l'évaluation des pipelines de projets de PPP, l'appui pour la création des unités de PPP et aussi le renforcement de leurs capacités. Mais merci beaucoup pour ces éléments. Effectivement, CPCS aujourd'hui est en tout cas un des leaders dans notre on va dire secteur de conseil en gestion au niveau des gouvernements ou des entreprises pour tout ce qui est partenariat public-privé. Juste parce que le podcast a cette vocation éducative et bien que la plupart des auditeurs sont plus ou moins connaisseurs de ces concepts-là, mais
juste parce qu'on est dans cet aspect, comme je disais, éducatif, pourrais-tu brièvement un peu présenter le concept de PPP? Qu'est-ce qu'on entend par les partenariats publics-privés? C'est une bonne question parce qu'en fait, il n'y a pas une définition de PPP. Souvent, ça dépend même de la juridiction en question. Le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, Nigeria, Ghana, Minnesota. Mais on sait très bien que les PPP sont devenus un moyen de plus en plus populaire de faire construire, exploiter de grands projets d'infrastructure publique. Donc, il y a quand même un sens commun du terme. Moi, je dirais que par rapport aux solutions traditionnelles de passation de marché, ce modèle présente un niveau sensiblement accru de participation du secteur privé, tout en recherchant l'efficacité et l'efficience du projet tout au long de son cycle de vie. Donc, voici une différence avec un projet qui est mis en place de manière plutôt traditionnelle, parce que de manière traditionnelle, il y a design, build, ensuite il y a exploitation. Tandis que pour un PPP, que ce soit un BOT ou un DBFOM, on couvre tout son cycle de vie d'un projet, donc du développement jusqu'à la phase d'exploitation. Et les PPP peuvent également repartir le coût d'un projet sur une période plus longue et peuvent ainsi libérer des fonds publics pour des investissements dans d'autres secteurs où l'investissement privé est souvent impossible ou inapproprié. Toutefois, les PPP ne doivent pas être considérés comme un instrument permettant de réduire les contraintes budgétaires ou les déficits de financement du secteur public, mais plutôt comme un outil permettant de réaliser des projets et des services associés efficaces et rentables. C'est intéressant et je pense que ça commence déjà à rentrer dans le vif du sujet. Et je vais en profiter parce que, voilà, quand vous dites qu'il ne faut pas utiliser les PPP pour réduire les budgets, et quand est-ce qu'il faut utiliser les PPP? Quels sont vraiment les bénéfices, on va dire, de ce mode contractuel quelque part? Le premier point à souligner est que il faut que ce soit des projets solides et bien structurés. Et on sait très bien que ce soit un projet de PPP ou pas, c'est des points de base de toute façon. Tout projet, en fait, d'infrastructure publique doit être solide, doit être bien structuré. Mais moi, je dirais qu'un projet de PPP, c'est encore plus important. Je pense que l'autre point qu'il faut souligner, c'est que même dans les économies les plus avancées, les PPP ne représentent que de 10 à 15% des investissements publics annuels. Alors, qu'est-ce que cela vous dit sur l'utilisation des PPP? C'est-à-dire qu'il faut vraiment être très pointu sur la sélection de projets pour tirer tous les bénéfices de ce modèle de réalisation de projets. Alors, on peut envisager de recourir au PPP lorsque la répartition des risques entre le secteur public et le secteur privé est bien équilibrée, extrêmement important. Lorsque le modèle de réalisation du projet a fait ses preuves à travers des études de préfaisabilité et ensuite de faisabilité. Lorsque le secteur privé manifeste un vif intérêt, c'est essentiel. S'il n'y a pas d'intérêt de la part du marché, on peut envisager un marché où peut-être il y a seulement un ou deux bidders qui se présentent en termes d'intérêt. Et c'est encore plus important, surtout pour les PPP, d'avoir une concurrence qui est quand même assez important, assez poussée. Et aussi, lorsqu'un champion de PPP, du côté gouvernement, peut garantir que le projet bénéficie d'un soutien et de l'engagement politique nécessaire. Donc, on peut tirer une longue liste d'avantages, mais si je dois choisir 3 avantages, enfin, ceux qui sont peut-être les plus importants, moi, je dirais qu'un PPP place le projet sous les yeux de tous. Ça veut dire, il y a les prêteurs, les partenaires de développement, les compagnies d'assurance qui sont impliquées, les éditeurs. Souvent, c'est bien de mettre en place un éditeur indépendant, donc pour faire un monitoring du projet. Alors, ce qui garantit une bonne performance et le respect des obligations de toutes les parties et crée de la valeur par rapport aux pratiques traditionnelles de passation de marché où souvent, il n'y a pas vraiment de prêteurs privés, il n'y a pas de compagnie d'assurance et souvent, il n'y a même pas d'éditeur. Deuxième avantage, c'est que la gestion du coût du cycle de vie complet et la gestion des actifs sont bien supérieurs en termes de résultats. Et les PPP offrent un cadre de meilleure incitation pour garantir une plus grande efficacité et une meilleure qualité de service. Alors, on met en place des indicateurs de performance. Il faut s'assurer qu'on atteint les indicateurs de performance. Et souvent, c'est un manquement. Il y a un système de bonus et de malus qui va donc inciter le partenaire privé de bien respecter ses engagements
dans le contrat de PPP. Intéressant. Et j'ai entendu effectivement dire que c'est de plus en plus utilisé, et je dirais même surtout en Afrique, il y a vraiment cette ambition de faire de grands projets d'infrastructure, et les PPP sont de plus en plus considérés comme en tout cas un mode contractuel pour développer ces infrastructures-là. Si vous devez aujourd'hui suggérer ou en tout cas considérer un cadre qui permettrait à un pays d'être attractif pour ce mode contractuel, qu'est-ce que vous citeriez, on va dire, en termes de cadre, que ce soit juridique ou institutionnel, qu'il faudrait mettre en place pour attirer de plus en plus d'acteurs privés pour développer ce genre de projet? Ouais, c'est une question et un débat assez intéressante parce que il faut noter que la première vague PPP en Afrique, dans les années 90, essentiellement des PPP de transport, à savoir ferroviaire, puis ensuite portuaire, a été largement mis en œuvre sans loi ni unité spécifique au PPP. Alors des fois, il y avait, comme le Gabon, il y avait le comité de privatisation. Alors souvent, ils jouaient ce double rôle de veiller de gérer les projets de privatisation. Ensuite, ils ont donné les casquettes de PPP. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment un cadre de PPP en tant que tel. Alors pour moi, cela signifie qu'un cadre de PPP doit pouvoir contribuer à l'amélioration de l'environnement d'investissement et de passation de marché et ne pas encombrer le processus qui retarde la mise en œuvre des projets de PPP. Donc, il faut vraiment avoir un valeur ajoutée. Sinon, on peut quand même envisager de mettre en œuvre ces projets sans mettre en place, et tout le temps que ça prend, l'investissement que ça prend pour mettre en place ce cadre. Alors, pour moi, un cadre PPP solide est fondé sur quelques éléments clés. Un, c'est avoir un loi PPP clair. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs projets sur lesquels on travaille aujourd'hui où il y a quand même un loi PPP, mais ensuite, il y a la législation en place, surtout la loi sur les marchés publics. Et souvent, il y a soit des contradictions. Et donc, il faut s'assurer qu'il y a une loi PPP claire qui tient compte de tous les éléments où il y a quand même un besoin de faire les références au niveau des règles de jeu d'un PPP, quelles sont les institutions qui sont responsables, et s'assurer qu'on n'a pas ce besoin de référencer d'autres législations dans les pays. Donc ça, c'est un point. Et donc ça crée ce cadre clair et transparent. Deuxième point, c'est avoir une unité PPP dotée d'un pouvoir d'examen et qui donne un soutien technique, et un organisme doté d'un pouvoir d'approbation. On voit de plus en plus que souvent, il n'y a pas juste une institution qui a le pouvoir d'examen, juste une institution qui est dotée d'un pouvoir d'approbation. Il y en a plusieurs, qui met beaucoup de confusion et retarde un peu le développement et la mise en œuvre des projets de PPP. Ensuite, d'avoir un écosystème clair de renforcement de capacité qui va donc garantir que le personnel qui s'implique dans les projets de PPP possède des compétences requises pour mener à bien ces projets qui sont d'ailleurs très complexes. Aussi, d'avoir un pipeline de PPP qui sont bien développés et crédibles. Ça, c'est important. J'ai déjà participé à des conférences de financement où on recherche des financements auprès des bailleurs, auprès des banquiers, des financiers. Ils présentent une longue liste de projets qui, pour être très franche, ne sont pas très crédibles. Donc, ils n'ont pas pris le temps, le soin de bien filtrer et donc de s'assurer qu'ils ont quand même des études qui s'assurent que c'est des projets solides qu'on peut présenter en tant que PPP. Et dernière chose, un engagement politique clair en faveur de la passation de marché pour ces projets de PPP, que ce soit transparent et compétitif, mais s'assurer que quand même il y a un envie politique qui va s'assurer que ces projets vont être menés à bien et non pas, comme on a vu dans plusieurs cas, qui vont traîner pendant des années sans avoir une idée claire si les pouvoirs politiques sont là pour soutenir des projets clairement et sans doute. Souvent, il y a trop de doutes dans des projets qu'ils sont prêts à s'assurer qu'ils vont aller jusqu'à la fin. Merci Alan, je pense que ça donne un peu quelques idées aujourd'hui de ce concept PPP, aussi le cadre, on va dire, qui favorise un peu le développement de ce type de contrat. Je vais essayer un peu d'entrer dans peut-être les aspects pratiques
vous avez commencé à parler un peu de BOT, Build Operate Transfer, du BOFM. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui peut-être donner quelques exemples de projets qui ont été structurés en PP en Afrique et puis comme ça expliquer également comment ils ont été structurés à haut niveau pour que les gens un peu voient un peu plus de façon concrète c'est quoi vraiment un projet PPP en tant que tel? C'est une bonne question parce que souvent on présente, quand je dis un gouvernement présente un pipeline de projets et en fait il y a certains projets qui ne sont pas PPPables ou qui sont présentés en tant que PPP mais c'est pas vraiment un PPP. Je peux donner un exemple, un contrat de gestion qui est un contrat qui dure environ 5 ans. Il n'y a pas vraiment un transfert de risque, donc c'est des contrats à courte durée. Il n'y a pas vraiment un transfert de risque très poussé. C'est clair que c'est pas un PPP. Alors les modèles qui sont connus comme vraiment des projets de PP classiques, moi je dirais qu'il y a un modèle de concession, je vais donner un exemple, et aussi le modèle de DBFOM, Design, Build, Finance, Operate. Donc le premier exemple, le modèle de concession, je prends l'exemple du route à péage de Dakar, où il y a un opérateur privé qui a été sélectionné pour concevoir, construire, exploiter une route à péage entre Dakar, Diamniadio et l'aéroport. Et la structure du projet comprenait une subvention d'investissement initiale qui couvre donc les coûts de construction initiaux. Et l'opérateur privé était en charge de donc collecter les revenus auprès des usagers. Et il faut s'assurer que c'était suffisant pour couvrir tous les coûts d'exploitation, d'entretien, ainsi que les investissements futurs. Et cette structure, c'était assez intéressant parce que ça garantissait que l'opérateur privé ne dépendait pas des paiements publics pendant la durée de vie du projet, parce qu'on sait que souvent, avec des contraintes budgétaires, c'est pas évident qu'on peut garantir en année 5 ou 10 ou 15, l'État va être capable de partant pour cette route à péage, parce que souvent ces projets sont structurés tant que il y a un besoin d'un apport de l'État à chaque année. Donc ça a été quand même une structure qui a été bien développée. Ça s'assure que l'opérateur privé dépend seulement des revenus du projet. Le projet a été financé par le gouvernement, les partenaires de développement et des financiers privés. Et donc cette structure témoigne de la solidité de la structure du projet. L'autre exemple, je vous donne un exemple au Canada, où le modèle classique, c'est DBFOM, donc c'est conception, construction, financement, exploitation et maintenance. Alors, ce modèle est utilisé pour la construction d'un nouveau pont à Montréal, où je suis né, où je vis présentement. Dans ce modèle, le partenaire privé fournit entièrement l'infrastructure, y compris le financement, et le paiement vers le privé effectué par le gouvernement pendant la durée du contrat. Alors, dans ce cas, le gouvernement a décidé de ne pas imposer de péage. À l'époque, il y avait un péage pour l'ancien pont Champlain. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas de péage, de sorte que l'infrastructure est financée par le recette général du contribuable. Et le partenaire privé reçoit un paiement de disponibilité qui est censé couvrir donc non seulement tous ses coûts, mais également le rendement sur ses capitaux propres. Intéressant. Effectivement, on a un cas de PPP, on va dire, appelé par les usagers. Bon, pour le cas de l'autoroute à péage, on a eu entre Dakar et Diamniadio et l'aéroport, on a eu à faire un épisode là-dessus, pas mal de détails. Et puis, on a également de l'autre côté, effectivement, un PPP à paiement public, où c'est pas les usagers qui payent. Et juste pour entrer encore plus dans les détails, vous pouvez un peu expliquer les stratégies de financement de ces projets-là? Comment ça se passe en gros en termes de mobilisation de financement pour développer ces projets-là? Alors, la stratégie de financement d'un PVP consiste d'abord à déterminer si les flux de trésorerie du projet sont suffisants pour obtenir un financement privé. C'est un principe de base. Et si la totalité ou une partie seulement des investissements peuvent être financés par les recettes du projet. Alors, si la réponse est oui, dans ce cas-là, le partenaire privé mettra en place une structure financière qui mobilisera autant d'emprunts que possible, qui va donc réduire son coût de capital, son WACC. Le reste étant financé par des fonds propres. Si les flux de trésorerie du projet ne sont pas suffisants, un financement public est nécessaire pour soutenir le PPP. Et dans ce cas, il est important de s'assurer que le PPP offre un bon rapport qualité-prix. En Afrique, il faut que je sois très franche, les projets qui ont vraiment réussi en tant que PPP, ils ont souvent un appui des partenaires de développement, souvent que ce soit la Banque mondiale ou la BAD.
La raison pour cela, c'est que dès qu'un partenaire de développement s'implique, ça donc rassure le financement privé qui a quand même un cadre en place qui va donc respecter les engagements. Prenons l'exemple d'un projet énergétique où il y a des paiements périodiques à faire, disons un projet d'IPP. Souvent, il y a quand même ils sont pas rassurés, effectivement, que l'État va respecter ses engagements, va respecter le paiement périodique qu'il faut faire pour la disponibilité de l'énergie. Et dans ce cas-là, souvent les structures impliquent le bailleur de fonds. Souvent, il y a une garantie de risque partiel qui donc garantit des obligations de l'État. Souvent, et ou un appui de MIGA, qui est donc une assurance contre les risques politiques, qui est donc entrepris par le privé. Et donc, avec ces garanties, plus le financement, c'est plus réaliste donc d'aller vers les banques privées pour lever des fonds de financement. Intéressant. Il y a une partie sur laquelle j'aimerais bien te relancer. Tu disais tout à l'heure qu'ils vont essayer de mobiliser autant de dettes que possible. Pourquoi, en fait, il y a cette option ou cette volonté, cette vocation à essayer de maximiser la partie dette à la place de la partie fonds propres? Très simplement parce que ça coûte moins cher. Donc, si on est capable sur un projet de financement énergétique, par exemple, prenons l'exemple du scaling solaire en Afrique. Donc, on veut optimiser la dette qui coûte moins cher, surtout quand c'est l'IFC qui finance, et on minimise la partie de fonds propres qui, effectivement, coûte plus cher. Maintenant, pour un projet qui est bien structuré, bien sûr, le taux de rendement est peut-être moins élevé parce que les risques sont moins élevés. Dans un contexte où les risques sont plus élevés, c'est-à-dire que le taux de rendement que vous attendez sur les fonds propres sont plus élevés. Alors, quand on fait le calcul, et ça dépend de la structure du projet, en Afrique, bon, ça dépend du secteur, ça dépend du pays, mais l'effet de levier de dette et capitaux propres, un privé va être très content que ce soit 90 dettes, 10% fonds propres. Souvent dans un projet où peut-être le projet n'a pas fait la preuve de sa capacité de financement et donc le règlement de la dette, ou peut-être c'est un projet où c'est la première fois qu'on met en place un PPP, les banques vont peut-être insister qu'il y a plus de capitaux propres, qui va donc rendre le coût de projet, le WACC, plus cher et donc plus élevé. Donc peut-être ils vont exiger 60-40 par exemple. Donc voilà, ça dépend du projet, mais tant qu'on peut avoir un ratio où il y a plus de dettes, voilà, effectivement, ça va donc réduire le coût de projet. Merci, c'est très clair. C'est surtout effectivement par rapport au coût du capital, donc qui peut être réduit en maximisant la partie dette qui coûte beaucoup moins cher. Ceci met fin à la première partie de cet épisode. Nous nous retrouvons bientôt pour la deuxième et dernière partie, toujours avec notre invité, Elan Kujekbar. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.